période des croisades a ouvert aux Occidentaux les portes de l'Orient et cheminèrent ensemble, marchands et missionnaires, sur les grandes routes commerciales et maritimes que vous avez ici. Mais le milieu du XIIIe siècle marque un tournant décisif dans cette histoire avec l'établissement de la Pax Mongolica. Je vais expliquer de quoi il s'agit tout à l'heure. Les grands voyages à travers l'Orient purent alors commencer. J'ai choisi d'évoquer pour cela deux grandes figures de l'histoire de l'Orient au Moyen-Âge afin de dresser le contexte dans lequel se sont développées les missions. Ces deux grandes figures, c'est Gengis Khan et Marco Polo. Alors Gengis Khan, qui est mort en 1227, fut le fondateur de l'Empire mongol que vous voyez sur la carte dans son entier. Il unifia les tribus mongoles et turco-mongoles au début du XIIIe siècle et étendit son empire jusqu'à la mer Caspienne que vous voyez en haut à gauche de la carte. Ses fils poursuivirent les conquêtes jusqu'en Europe centrale et sur l'Adriatique par une succession de raids dévastateurs dont la mémoire hante encore l'Europe. Un immense empire donc qui unifia la plus grande partie de l'Orient et de l'Extrême-Orient depuis la capitale, la capitale de l'Orient, qui est en Mongolie, donc en haut de la carte, dans la partie orange, à Karakorum. Donc le califat de Bagdad fut aboli en 1258 par Kubilai, qui était l'un des petits-fils de Gengis Khan. Ses descendants partagèrent l'empire en 4 khanats que vous voyez dans les différentes couleurs de la carte. Le Kipchak au nord-ouest, c'est-à-dire les régions voisines de la mer Noire. Le Jagatai avec pour capitale Samarcande que vous voyez en bleu. Voilà. L'empire des Ilkhans de Perse qui se trouve en vert clair au sud et celui du Grand Khan de Chine que vous voyez à l'est, avec pour capitale Kambalik, que l'on appelle Pékin aujourd'hui. Malgré cette division, cet immense espace était pacifié et pendant tout le XIIIe siècle, les hommes, les idées, les marchandises pouvaient circuler librement. C'est pourquoi on évoque ce moment sous le titre de la Pax Mongolica par association d'idées avec la Pax Romana de l'Empire romain à l'époque antique. Quant à Marco Polo, vous savez tous, c'est un marchand vénitien. Il est parti vers la Chine en 1271 et il est rentré à Venise en 1295. Il est considéré comme le plus célèbre voyageur au Moyen-Âge en raison du succès de son livre, le Livre des Merveilles, où il a mêlé observations personnelles et légendes. Ce voyage avait été précédé en 1260 par celui de son père et de son oncle. Selon son récit, Marco avait su s'attirer la confiance du Khan Kubilai, qui l'avait investi de différentes missions dans son empire. Le but initial était néanmoins le développement des affaires de la famille. Mais les Polos n'étaient pas les seuls sur les routes de l'Orient à profiter de cette seconde phase de l'expansion occidentale favorisée par la Pax Mongolica. La première avait accompagné les premières croisades jusqu'en 1250, permettant l'établissement de nombreux comptoirs, italiens surtout, sur les rives de la Méditerranée orientale, et l'accès aux routes de la soie et des épices. Je reprendrai, on distingue facilement sur la carte, deux routes. La route nord qui passe par le sud de la Caspienne, entre Tabriz et Samarcande, et la route sud qui comporte deux branches, l'une passant par la mer Rouge et l'autre par le golfe Persique et l'Inde. Voilà. Je ne sais plus où j'en suis. Merci. Cette conjoncture nouvelle favorisa le développement des missions catholiques. Les conquêtes mongoles avaient profondément affaibli le monde musulman
et les nouvelles autorités faisaient preuve d'une certaine tolérance, ou du moins d'indifférence sur le plan religieux, en raison du nombre des religions pratiquées dans l'Empire. D'autres facteurs expliquent ce développement. L'établissement d'États latins au Proche-Orient grâce aux croisades avait permis à la papauté d'y mettre en place une hiérarchie catholique, et surtout, le début du XIIIe siècle avait vu la naissance des ordres mendiants, franciscains et dominicains, qui s'investirent dès lors dans l'évangélisation des pays d'Orient. Donc, marchands et missionnaires cheminaient sur les mêmes routes. Malgré la rareté des sources qui mentionnent précisément la communauté du voyage, j'en ai trouvé quelques exemples. Si nous revenons au voyage des Polos, lors du second, en 1271, Théobald de Visconti, futur pape Grégoire X, en visite au couvent d'Acre, désigna deux frères prêcheurs, Guillaume de Tripoli et Nicolas de Vicence, pour accompagner les Polos à Pékin. Mais la menace du sultan Baïbar interrompit le voyage des frères en Arménie et les Polos durent continuer seuls. Un deuxième exemple, Jean de Monte Corvino, frère franciscain et premier archevêque de Pékin, parti de Tabriz en 1291 en compagnie d'un autre frère dominicain, frère Nicolas de Pistoia, et d'un marchand, Pietro da Lucalongo. Un autre exemple, celui de l'itinéraire de Jordan Catala, un frère prêcheur originaire du sud-ouest de la France actuelle, et c'est un marchand génois qui porta à Tabriz sa lettre et ses informations sur le martyre des frères franciscains qui l'avaient accompagné jusqu'à Tana, que vous allez voir sur l'autre carte ici en Inde. Jordan évangélisait alors, dans les années 1330, le sud de l'Inde et fonda l'église de Quilon. Il rédigea à son retour un récit de voyage, un autre livre des merveilles dont le titre actuel est Mirabilia Descripta. Comme le remarquait Christine Gadra qui a édité ce texte, les marchands ont beaucoup aidé l'édition. Ils intégraient les frères dans leurs caravanes, achetaient des terrains pour construire des églises, faisaient de généreuses aumônes. Ils parcouraient donc les mêmes routes, s'arrêtaient aux mêmes étapes, ainsi à Tabriz, carrefour des routes de l'Orient. Les sources montrent en effet les relations étroites entre les missionnaires dominicains et les marchands génois. Le réseau des missions dominicaines coïncide assez étroitement avec celui des comptoirs génois. Voilà. Vous avez ici deux cartes qui montrent l'emplacement des couvents dominicains et on remarquera notamment Péra près de Constantinople sur le détroit du Bosphore, Caffa sur la mer Noire qu'on voit sur la carte du bas, sur les rives de la Crimée en fait, et Tabriz dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Les sources montrent aussi des relations dites mondaines, je reprends le terme latin, entre les frères et les marchands, que dénoncèrent les prieurs des couvents de Péra et de Caffa, justement, au début du XIVe siècle. Et le maître général de l'ordre, Béranger de Landor, pointa ainsi deux dérives majeures. Contre le vœu de pauvreté extrême, les frères constituent des pécules qu'ils confient à des marchands et en disposent sans la permission d'un quelconque prélat. Ils donnent l'absolution trop facilement à des marchands pratiquant le trafic illicite avec Alexandrie. Le pape avait en effet interdit le trafic, notamment des produits stratégiques et des esclaves en particulier. Ainsi, ils reçoivent de l'argent des excommuniés qu'ils détournent à leur propre profit ou à celui de la communauté. En fait, ils cheminent ensemble, marchands et missionnaires, dans un intérêt commun, la paix en Orient. Je reviendrai sur ce thème tout à l'heure. Marchands et missionnaires cheminent de concert, ils affrontaient ensemble les dangers,
Ils étaient liés donc, par ces intérêts communs, leur sécurité et donc la paix de leur espace d'action. C'était pour les premiers nécessaire au développement des affaires, le commerce ne fait jamais bon ménage avec la guerre, et les seconds dans le but, dans le cadre d'une évangélisation du monde. Donc je reviens voilà, à la deuxième partie, donc le dynamisme des missions dominicaines. Donc je vais voir les établissements, les premiers établissements d'abord, puis le plus important, c'est-à-dire la fondation de la Société des Pérégrinants et la métropole de Perse, qui est vraiment le démarrage des missions en Orient. Et puis enfin, comment s'organiser les contacts avec les communautés orientales. Belle photo, on y reviendra tout à l'heure. Alors les premiers couvents furent fondés dans des espaces administrés par les autorités latines après les premières croisades. Le chapitre général de Paris créa en 1228 deux provinces, la province de Grèce et celle de Terre Sainte. La province de Grèce comptait une dizaine de couvents au début du XIVe siècle, répartis sur le continent et dans les îles de la mer Égée, en Eubée et en Crète. Le premier fondé fut celui de Constantinople, vers 1233. Il disparut lors de la reconquête de la ville, alors on est dans le cadre de l'Empire latin de Constantinople, il disparut du fait de la conquête de la ville par les Grecs, par Michel Paléologue, en 1261, et il fut refondé en 1299, puis déplacé à Péra, que vous voyez une image actuelle, de l'autre côté de la Corne d'Or, qui était, comme j'ai dit tout à l'heure, le comptoir génois. On ne disposait dans la province de Terre Sainte que de 3 couvents dans les années 1260. Celui de Nicosie à Chypre, qui fut le premier fondé en 1226. Le couvent de Saint-Jean d'Acre le fut peu après, mais il fut détruit lors de la prise de la ville par Baïbars et les Mamelouks en 1291. Quant à celui d'Antioche, il avait été détruit auparavant. Les frères durent donc se replier sur l'île de Chypre, tout comme les institutions du royaume latin de Jérusalem, et l'île abrita alors 2 autres couvents, celui de Limassol, si je ne me trompe pas, on le retrouve ici, Chypre, vous voyez Chypre en bas à droite de la carte du haut, avec ces 3 couvents, Limassol au sud et Famagouste à l'est. La conquête mamelouk de la Syrie-Palestine entre 1260 et 1291 et l'établissement de la Pax Mongolica initièrent donc une seconde phase d'expansion des missions qui se développa pendant toute la première moitié du XIVe siècle. Cette expansion vers l'Orient et l'Extrême-Orient, en gros entre 1280 et 1348, s'effectua dans un cadre institutionnel original, celui de la congrégation des frères pérégrinants pour le Christ. Alors la fondation de cette congrégation coïncide avec des liens cause à effet avec la fondation de la métropole de Perse. Les 2 institutions, l'une relevant de l'ordre des prêcheurs, l'autre de la papauté, assurèrent donc le rayonnement des missions au XIVe siècle. Au Proche-Orient surtout, car nous le reverrons, les dominicains s'aventurèrent assez peu vers l'Extrême-Orient et l'implantation à Samarcande, comme celle de l'Inde, se firent de façon assez éphémère. La Chine se trouvait dans le domaine franciscain, pour des raisons qui s'éclairciront plus loin, mais ces 2 institutions ont été organiquement liées par les décisions du pape Jean XXII, 1316-1334. Et il faut souligner ici l'importance de la politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la papauté d'Avignon, dont j'ai rappelé
les différents papes sur cette période. Donc les premières années du XIVe siècle furent celles de la fondation de la Société des Frères Pérégrинants, qui a été décidée par le chapitre général de Toulouse en 1304. Cette décision suivait la fondation du couvent de Caffa par Franco de Pérouse en 1298 et la refondation de celui de Constantinople, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1299. Un troisième couvent fut fondé à Trébizonde, tout à fait à l'est de la mer, voilà, Trébizonde, au sud-est de la mer Noire, en 1315. Ces trois ports constituèrent la base de la dynamique missionnaire avec Pio, fondé entre 1304 et 1327. Et ces couvents, comme j'ai dit tout à l'heure, coïncidaient avec les bases du commerce génois en Orient. Péra, que nous avons vu tout à l'heure, qui est à l'entrée du Bosphore, enfin c'est Constantinople quasiment, se trouvait à la charnière entre la mer Égée et la mer Noire, ouvrant vers la route nord des échanges avec la Chine. Le couvent était l'étape nécessaire des frères qui se rendaient à la curie à l'aller comme au retour. Tabriz fut fondée avant 1290 et se trouvait sur l'autre grand carrefour des routes du commerce, vers la route sud, et la congrégation essaima peu à peu le long de ces routes au gré de la conjoncture, d'abord entre Tabriz et la mer Noire. Je ne sais pas si on voit Tabriz là-dessus, non. Voilà. Tabriz qui se trouve donc entre Caspienne, enfin un peu à l'ouest de la mer Caspienne, que vous voyez ici, et la mer Noire. Puis à partir de Caffa, alors là c'était sur la terre Caffa que vous voyez donc en haut à gauche de la carte, et voilà, et j'ai fait une grande flèche sur la carte du haut pour montrer cet essaimage des missions dominicaines sur une route qu'on appelait la voie moldave à l'époque et qui permettait la pénétration des produits d'Orient vers l'Europe centrale. La densité des fondations dans ces régions au XIVe siècle s'explique par la solidité d'une congrégation fille de Saint-Dominique, celle des frères unitaires d'Arménie. Je vais revenir là, parce qu'on a effectivement entre Caspienne et mer Noire une très forte concentration de couvents. Alors, sont indiqués par des flèches rouges les couvents des unitaires arméniens et par des carrés noirs les couvents des prêcheurs. Et vous voyez que sur certains points, on a les deux congrégations. Et en fait, à Caffa, j'y reviendrai tout à l'heure, on a 3 couvents des prêcheurs et 3 couvents des unitaires. Donc ça faisait 6 couvents pour la même cité. Voilà. Solidité de cette congrégation. La mission d'Arménie était née dans les années 1330 grâce à la prédication d'un frère du sud-ouest aussi, Barthélemy Dupuis, qui avait converti au catholicisme romain le supérieur d'un monastère arménien. À partir de ce premier noyau, la mission essaima en Grande Arménie, donc dans ces régions que vous voyez sur la carte, puis en Crimée sur la voie moldave. Nous retrouvons ici la coïncidence entre mission et réseaux commerciaux. À la fin du XIVe siècle, se trouvaient donc dans le grand port de Crimée, comme je vous l'ai dit, 3 établissements dominicains et autant pour les frères unitaires. Pendant près d'un siècle, jusqu'à la conquête turque, ces derniers ne cessèrent d'œuvrer pour le renforcement de la mission. Et donc je reviendrai sur cet aspect initiative des missionnaires et directive de l'ordre ou de la papauté. Donc la fondation de la métropole de Perse en 1318 s'inscrit dans la réorganisation de l'Église latine en Orient par le pape Jean XXII. Le siège de l'archevêque fut fixé à Sultaniye, qui est malheureusement ici en bas à droite de la carte. La ville, située entre Tabriz et l'actuel Téhéran, avait été fondée par le khan de Perse Argoun, puis était devenue la capitale du Khanat en 1304.
Odiatou, fils et successeur d'Argoun, avait été baptisé par des frères mineurs et la papauté misait encore sur la conversion des Mongols. Les franciscains constituent en effet l'avant-garde des missions catholiques. Jean de Montecorvino, que j'ai évoqué tout à l'heure, comme fondateur de l'église de Chine, fondation qui se situe en 1307. Alors, voilà, bon, texte latin. Bon. Le ressort de ce texte indique en latin le ressort de la métropole de Perse qui a été. Excusez-moi. Ah ouais, voilà. Pardon. Voilà. Donc le ressort de la province de Pékin a été taillé par le pape Jean XXII pour faire une place à une église de Perse, dirigée par les frères prêcheurs en 1318. Et donc il a fallu, comme l'indique le texte, j'ai une traduction quelque part, donc jusqu'en 1318, donc c'est l'Église catholique gouvernait l'ensemble de l'Orient et de l'Extrême-Orient sous la direction de l'archevêque de Pékin. Un chroniqueur contemporain lui donna ainsi le titre d'archevêque et de patriarche de tout l'Orient. Titre dont sorta un frère prêcheur du début du XVe siècle, sur lequel je reviendrai, Jean, archevêque de Sultanier, avant même d'ailleurs sa nomination sur le siège de Pékin, seule incursion dominicaine en Extrême-Orient, et encore cette incursion fut vraisemblablement purement formelle, parce qu'on n'a aucune indication du voyage, d'un quelconque voyage de Jean de Sultanier jusqu'à Pékin. Il a reçu l'administration de l'archevêché de Pékin et de tout l'Orient. Donc cette réorganisation décidée par le pape s'explique sans doute par les difficultés d'administration de l'immense ressort de la métropole de Pékin, dont la capitale était effectivement très excentrée. Elle s'explique également par les troubles qui pouvaient agiter l'espace mongol, rivalité entre les camps, entre les familles princières, mais enfin, et peut-être surtout, par le dynamisme de la mission dominicaine de Perse. Il s'agissait pour le pape de renforcer l'apostolat dans cette région, et il prit en compte les informations apportées à Avignon par le frère Guillaume Adam, l'un des fondateurs de la mission de Perse, qui venait de rédiger un traité sur la croisade, le De Modo Saracenos Extirpandi, qu'il avait dédié à un neveu du pape Clément V. Guillaume Adam, comme beaucoup des fondateurs de la mission de Perse, était originaire du Languedoc, et nul doute qu'il suggéra cette réorganisation au pape. Le pape Jean XXII tailla donc une église de Perse dans le domaine franciscain, et une médiation avait été nécessaire entre les deux ordres, ce que dit le texte que vous avez sous les yeux, extrait de la bulle Redemptor Noster. La traduction est ainsi, en effet, à notre demande, les frères prêcheurs et mineurs s'accordèrent sur les limites de leur ressort. Des frères franciscains avaient protesté au nom de l'archevêque de Pékin, dont cette fondation portait atteinte à la juridiction. Il avait cependant été assez aisé aux dominicains d'argumenter en raison de l'importance nouvelle prise par la mission de Perse. Mais en 1322, l'évêque de Caffa, Jérôme de Catalogne, qui était un frère mineur, protestait encore auprès du pape de l'antériorité des missions franciscaines, qui avait fondé déjà 40 églises en pays tartare, alors que les dominicains n'en avaient fondé que 5, tous en bord de mer. Ces chiffres, certes vraisemblables, si l'on ne considère que les régions de la seule mer Noire, mais à ce moment, il existait déjà plusieurs établissements dominicains éloignés de la mer, comme nous l'avons vu sur la carte tout à l'heure, notamment à Tabriz, à Déhi-Kerkan
et à Maraga. En 1348, alors que l'épidémie de peste faisait rage, la mission dominicaine comptait quand même 15 établissements, couvents et maisons, tenus par des prêcheurs, autant par des Arméniens unicefs. Donc voilà mon texte en latin. En gros, je vous indique quelles étaient les limites définies par la bulle pontificale à la métropole de Perse. Donc le siège était installé à Sultanier et le ressort était ainsi défini. Donc le pape confiait aux prêcheurs la cure des âmes du peuple soumis à l'empereur des Tartares de Perse, aux princes Caïdou et Douwa, ainsi qu'aux princes d'Éthiopie et des Indes. La limite occidentale du ressort se situait dans le Caucase occidental. On considère que dans la bulle, le mont Bararius correspondrait au mont Elbrouz. Les domaines des princes de Douwa et Caïdou correspondaient à la région de Samarcande, de Tagatay, que nous avons vu tout à l'heure, sur la route entre la mer Caspienne et la Mongolie. Guillaume Adam avait informé le pape de la présence de populations en Inde et à Socotra, dans les Maldives, pouvant facilement être ramenés ou amenés à la foi catholique. Ils sont extrêmement liés dans la bulle pontificale de 1318. Les évêques seraient des dominicains, soumis à la correction de l'archevêque, lui-même soumis à celle du vicaire général de la Société des frères pérégrinants dominicains, donc lui aussi. En cas de vacance du siège, le prieur des frères prêcheurs de Sultanier administrerait la province et les dominicains attachés à la cathédrale auraient la charge de convoquer le corps électoral devant élire son successeur. Donc la province ecclésiastique de Perse était dominicaine, même si le texte mentionne la possibilité d'élire des évêques franciscains. Donc la mise en place de cette hiérarchie se fit en 3 étapes successives. La principale en 1318, par une série de lettres qui suivent la bulle Rédemptor Auster. On a ainsi, et je souligne encore l'importance des frères de la province de Languedoc. Certes, l'archevêque, le premier archevêque, fut un Italien, Franco de Pérouse, fondateur du couvent de Caffa, comme j'ai dit tout à l'heure. Il était en même temps vicaire de la Société des Pérégrinants. Et donc, 6 suffragants lui ont été adjoints le mois suivant. Gérard Calvé à Descarcans, Barthélemy Dupuis à Maraga, Bernard Moret à Sébastopol, qui n'est pas sur les cartes parce qu'on n'est pas sûr qu'il y ait eu un couvent, mais il y avait bien un siège épiscopal, Guillaume Adam à Smyrne, et puis 2 Italiens, donc Bartolomeo à Tabriz et Bernardino de Plaisance à Sivas. Sivas, si je retrouve ça, voilà, c'est ici, sur cette carte. Alors, en 1329, de nouveaux suffragants furent institués, ainsi à Samarcande, qui est bien plus loin à l'est. Le siège de Smyrne fut transféré à Tbilissi, enfin Tiflis au Moyen-Âge, Tbilissi en Géorgie aujourd'hui, sur le conseil des prêcheurs, en raison de la prise de la ville par les Turcs de Smyrne. Le transfert à Tiflis s'explique par la restauration du couvent, qui existait déjà au milieu du XIIIe siècle, mais avait disparu peu avant 1300. Le 3e siège fut celui de Quilon, dont j'ai parlé tout à l'heure, fondé par Jordan Catalan. On pense que les informations sont arrivées par le premier archevêque nommé à Samarcande, un Italien, Thomas de Mancasol. Il était venu porter au pape des lettres du camp Jagatay, et indiquant au pape qu'il était bien disposé à l'égard des chrétiens et qu'il voudrait sans doute se convertir. Entre 1333 et 1356, un nouveau siège fut institué à Naxivan, que vous voyez entre les 2 lacs, entre le lac Van notamment.
en Grande Arménie, et il est à mettre en rapport avec l'implantation des frères unitaires. La métropole de Perse se caractérise au XIVe siècle par sa vigueur, mais aussi par une certaine précarité. L'avenir de la nouvelle métropole était lié au dynamisme de la mission, comme aux aléas de la conjoncture politique et militaire, sans compter l'épidémie de peste. Leur vigueur, bien que le siège de Jordan Catala et de Thomas de Mancazol furent assez éphémères, tous les autres perdurent jusque dans le milieu du XVe siècle. Précarité surtout, comme le montre par exemple une lettre du pape en 1323. Cette lettre était adressée à Guillaume Adam, qui a succédé à Franco de Pérouse sur le siège de la métropole. Cette lettre souligne d'abord que les nouveaux prélats ne disposaient d'aucun revenu, il accordait une dérogation au vœu de pauvreté. Ils pourraient ainsi garder par-devers eux tous les livres et autres biens qui leur avaient été donnés avant leur nomination. L'archevêque de Sultanier, Jean, au début du fin 14e, début 15e, dont j'ai parlé tout à l'heure, dénonçait au pape les destructions et pillages perpétrés par les armées de Tamerlan en Arménie et en Géorgie, et le texte contient une liste non exhaustive des objets dérobés, où figurent en bonne place les livres, toujours essentiels pour les frères prêcheurs, et les objets sacrés de la cathédrale. Il obtint ainsi des subsides pour réparer les dommages et le droit d'excommunier les pillards. Donc vigueur et précarité, car les frères se rendirent régulièrement à la curie demander des renforts, comme nous le verrons plus loin. La papauté d'Avignon avait donc su donner aux missions dominicaines un élan sans précédent, et elle s'attacha toujours à les renforcer malgré une conjoncture souvent délicate. Alors comment s'organiser les contacts avec les communautés orientales? C'était le plus essentiel des missionnaires. Alors d'abord, condition nécessaire, il fallait parler la langue des gens du pays. En effet, les frères prêchaient auprès de toutes sortes de communautés religieuses, chrétiens d'Orient, donc maronites, chaldéens, melkites, jacobites, mais aussi musulmans. La personne de Ricoldo da Monte-Croce émerge de la documentation, et vous avez certainement vu le Coran annoté par le frère dans l'exposition. Il nous a laissé différents écrits, et ces traces écrites, ces traités, évoquent la nécessité de connaître les langues de ces communautés. Ricoldo en témoigne dans son ouvrage destiné aux futurs missionnaires, le Libellus ad Nationes Orientales, écrit à son retour à Rome ou à Florence vers 1300. Voilà, je vous montre l'itinéraire de Ricoldo à travers l'Orient. Donc il est parti, il a abordé les côtes à Saint-Jean d'Acre, il a fait son pèlerinage en Terre Sainte, puis il a repris le bateau vers Tripoli, les ports Tartus, Layas, port génois, et puis il est parti vers l'Arménie, etc. Vous le retrouvez à Tabriz, à Mossoul, à Tikrit et en route vers Bagdad. Celui-ci, Ricoldo, avait recueilli l'expérience de ses prédécesseurs de Terre Sainte, notamment, alors je vais revenir au XIIIe siècle, celui du frère Philippe, provincial de Terre Sainte, entre 1236 et 1238, mais aussi Guillaume de Montferrat et surtout Guillaume de Tripoli, frère du couvent d'Acre, auteur d'un traité sur l'islam. Sans compter Yves le Breton, provincial en 1254, qui était considéré comme un grand prédicateur, pratiquant plusieurs langues, et reçut les louanges de Saint-Louis et de la reine Marguerite lors de leur séjour en Terre Sainte. Ricoldo
Mettez donc en garde contre l'usage des interprètes, car ceux-ci, dit-il, connaissaient le vocabulaire des affaires commerciales, mais pas celui de la théologie, ce qui pouvait provoquer une totale incompréhension, source de conflits dont il avait fait la désagréable expérience. Il fallait donc, recommandait-il, apprendre ces langues, et l'arabe en particulier, langue la plus commune en Orient. De plus, une connaissance approfondie de l'islam était nécessaire. C'est pourquoi Ricoldo fréquenta les madrasas de Bagdad, où il apprit l'arabe et acquit une connaissance approfondie du Coran, comme vous avez pu le constater dans l'exposition. La documentation montre en effet que cet apprentissage se faisait sur place, malgré des tentatives réitérées, et du chapitre général et du pape, pour qu'il soit effectué avant le départ des frères en Orient. Ainsi, sous le pontificat de Jean XXII, encore une fois, le pape et le maître général encourageaient le recrutement des missionnaires, mais le pape cherchait aussi à mettre en place l'enseignement des langues orientales dans les universités d'Occident. De plus, celui-ci, le pape et le chapitre général de l'ordre demandèrent la nomination de professeurs dans les couvents de Péra et de Kaffa, étape indispensable au cheminement vers l'Orient, plus loin. On ne connaît pas le résultat de ces initiatives, mais plusieurs noms de professeurs de grec, d'arabe et d'hébreu apparaissent dans les sources. Quelques-uns, pas beaucoup. Je soulignerai celui du frère uniteur Nerses Balians, archevêque de Manaskert, au nord du lac Van, vraisemblablement un siège assez éphémère. Nerses fut lecteur d'arménien à la Curie à partir de 1340, mais en fait, on ne sait pas comment furent formés à cette langue les frères qui l'avaient précédé et qui traduisirent des ouvrages de théologie latine, notamment les sommes de saint Thomas, des livres liturgiques, le missel dominicain, et les constitutions dominicaines pour la mission de Grande Arménie. C'est un frère italien, Jean de Florence, qui est considéré comme le maître d'œuvre de cette entreprise. On pense que les frères et les traducteurs arméniens s'apprirent mutuellement la langue. On sait que le grec était enseigné à la Curie dans les années 1340 parce que Pétrarque a essayé d'y apprendre le grec, sans grand succès selon lui. Donc, d'accord. Donc il y a eu des tentatives de mise en place d'un enseignement, mais on pense que la plupart des frères ont appris la langue en immersion dans la région. Et on a en effet de multiples exemples de frères polyglottes dans les missions d'Orient. À partir du XIVe siècle, du milieu du XIVe siècle, beaucoup étaient originaires de la région et donc étaient certainement de langue maternelle orientale. Alors, les frères prêchaient et tentaient des conversions. Alors, j'ai produit un article il y a pas mal d'années maintenant sur les conversions. C'est toujours très difficile d'établir avec certitude la conversion. J'avais travaillé en particulier sur l'entourage de l'empereur byzantin. Je suis quasiment sûre que certains étaient convertis, mais on n'a pas de preuves formelles. J'ai des preuves pour quelques-uns, donc je vais vous donner quelques exemples, si je les retrouve. Là, voilà. Les preuves que j'ai, c'est des Grecs, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la chrétienté grecque, notamment André Chrysoberges et Manuel Kalékas, ou Nerses Balians, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a aussi le supérieur arménien, fondateur de la mission de Perse, Jean de Prna, en 1334. Bon, on a quelques exemples. Guillaume de Tripoli dit qu'il a converti plusieurs milliers de musulmans, mais je rappelle que Guillaume de Tripoli était frère du couvent d'Acre et qu'à l'époque de sa prédication, Acre se trouvait dans le royaume latin de Jérusalem, donc sous autorité latine. Parce que la prédication en pays d'islam, au Moyen-Âge en tout cas, était quasiment impossible. Et Ricoldo a dû quitter Bagdad
déguisé, je ne sais plus comment, en marchand ou je ne sais plus, parce que le camp venait de se convertir à l'islam. Et il était sous l'influence de son vizir, qui était un musulman assez dur, on va dire. Et donc, la région de Bagdad a été convertie à l'islam assez brutalement. Et donc, la présence de Ricordo est devenue absolument impossible. Donc, ils ont prêché, bien sûr. Je le passe parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et donc, je vais terminer par ma troisième partie, voilà, qui me semble importante. Alors, je voulais faire le lien entre les démarches des missionnaires qui circulent très très régulièrement. C'est même à l'époque où les voyages sont assez longs, on a même du mal à comprendre comment organiser leur agenda, parce qu'ils sont très souvent entre l'Arménie et la Curie d'Avignon, en passant par Caffa et surtout par Perrin. Et ils demandent constamment des renforts. Donc les relations écrites par les prêcheurs nous indiquent, elles sont à destination d'Occident, soit des autorités ecclésiastiques du pape en particulier, mais aussi du maître général, mais parfois des autorités civiles. C'est ainsi que Jean du Sultanier est allé porter des lettres de Tamerlan au roi de France et au roi d'Angleterre. J'y reviendrai tout à l'heure. Ces informations ont beaucoup contribué à l'approfondissement de la connaissance qu'on avait en Occident, de l'Orient et de sa géopolitique. Je voulais faire un sort rapidement on a parlé tout à l'heure de Ricordo et d'autres, hein, mais je voulais faire un sort assez rapidement au projet de croisade, car entre 1317 et 1333, on a deux projets de croisade écrits par des prêcheurs du Languedoc, Guillaume Adam et Raymond Étienne, et je me suis beaucoup interrogée sur quelle était l'avis des missionnaires, hein, parce que tous les deux sont même allés jusqu'en Éthiopie, hein, connaissaient parfaitement l'Arménie, avaient accompli des missions en Arménie, et donc ils connaissaient parfaitement l'Orient, et notamment Guillaume Adam, c'est lui qui indique au pape la logistique nécessaire à une croisade pour à refaire le sultanat d'Égypte, hein, donc par la mer Rouge, par l'océan Indien et la mer Rouge. Hein, en indiquant où on pouvait faire relâche, où on pouvait faire réparer les bateaux, où on pouvait recruter des marins, etc. Bon. Donc une connaissance approfondie. Mais pour en revenir à la croisade, moi j'ai un texte que je suis en train d'essayer d'éditer et de publier, qui montre que les dominicains, mais c'est toujours comme ça, et je pense que c'est encore comme ça aujourd'hui, ne sont jamais unanimes. Hein, c'est pas un ordre monolithique, et donc toutes les opinions ont lieu d'être. Et donc le texte que j'étudie, qui date de 1358, a été écrit par un dominicain de Terra, et rapporte, parce que lui il est allé plusieurs fois, 2 ou 3 fois à la Curie à Avignon, et il rapporte la conversation qu'il avait eue avec le pape Clément VI. Et donc le pape venait de recevoir une ambassade grecque, parce que les ambassades grecques n'ont pas arrêté de se succéder tout au cours du XIVe siècle, accompagnés par des frères le plus souvent d'ailleurs, et le pape l'a entretenu justement, il voulait connaître par un frère de terrain l'opinion des Grecs par rapport à l'Église catholique romaine. Alors, Philippe de Perrin a eu l'occasion de dire au pape que, en fait, bon, c'était très bien, le pape était en train de mettre en place une flotte avec des puissances occidentales pour aller reprendre Smyrne. On est dans les années 1340, au moment de la conversation. Et le frère indique qu'il suffira, c'est pas la peine d'aller conquérir, comme Raymond Étienne l'avait dit, c'est pas la peine de conquérir l'empire de Constantinople pour convertir les Grecs. Il suffit que la flotte pontificale et la flotte des
différentes forces occidentales se présentent sous les murs de Constantinople et le peuple aura peur et donc obéira à son empereur qui ne cherche qu'une chose, selon lui, c'est de réintégrer l'Église romaine. Oui. Donc je voulais terminer parce que ce qui me semble le plus important, c'est le rapport entre les frères et la papauté et comment ils ont pu infléchir la politique pontificale. Je l'ai dit à plusieurs reprises, en sollicitant des renforts, en sollicitant un enseignement des langues orientales, en sollicitant la création de nouveaux sièges épiscopaux pour peupler et bien implanter la mission catholique en Orient, mais aussi pour réduire les schismes, car l'une des occupations importantes des missionnaires était le contact avec les autorités ecclésiastiques et laïques dans le but de mettre fin au schisme, les principaux étant ceux d'Arménie et des Grecs. Et donc, j'ai parlé de Mercedes Baniens, par exemple, qui a été à la curie, que le pape a investi, vraisemblablement c'est lui qui l'a écrit, d'un traité répertoriant les erreurs des Arméniens qu'il fallait corriger. L'Arménie était théoriquement unie à l'Église romaine depuis la fin du XIIe siècle. Mais cette union était très superficielle et il subsistait de très nombreuses divergences, notamment sur la date de Noël et sur l'eau mêlée au vin dans la consécration. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Guillaume Adam et Raymond Étienne ont été, eux aussi, avant Nersès, investis de mission pour discuter avec le Catholicos et tenter de ramener les Arméniens dans l'Église romaine. Il a fallu encore attendre 1439 et le Concile de Florence pour la signature d'un décret d'union, et je ferai allusion à Vatican II, et le Vatican II en est toujours à peu près au même point. Alors avec les Grecs, c'est la même chose. Je voulais faire un sort quand même parce que c'est ce sur quoi je travaille le plus. Là, j'ai inventorié les principaux allers-retours pour les discussions entre grec et latin, en soulignant que très souvent, nous avons des frères prêcheurs qui accompagnent les ambassadeurs grecs ou qui discutent avec les autorités grecques, ecclésiastiques et laïques. Et donc, on a donc deux missionnaires, hein, Richard Langlais et François de Camerino, qui accompagnent un grec et un italo-grec, par là le calabrais, dont malheureusement je n'ai pas le temps de parler. Et en 1343, Jean de Florence fait le truchement entre l'empereur et le pape Clément VI. C'est lui qui discute avec l'empereur et qui va voir le pape ensuite. 1346-48, et je soupçonne, après avoir revu mes dossiers, que Jean de Florence était en compagnie de Philippe de Péra à la curie, vraisemblablement. Ensuite, on a des ambassadeurs grecs, là on ne voit pas de dominicains apparaître, mais dans la mission suivante, de toute façon, elles sont consécutives les unes des autres. En 1350, ce sont deux frères, dont un prêcheur, Gasper d'Orgueil, qui discute avec les autorités à Constantinople sous l'ordre de Clément VI. Puis on a Jean de Péra, un frère donc, du couvent de Péra, qui est chargé par Jean Cantacuzène de se rendre à la curie, voilà, et puis etc. et jusqu'à la fin. Et donc en 1375, jusqu'à la fin, parce qu'en 1375, l'empereur est là d'attendre les renforts de l'Occident pour lutter contre les Turcs, et il a fini par signer une trêve. Et donc c'est un autre missionnaire, Jean de Rouen, qui a été chargé de faire l'aller-retour avec la curie pour solliciter l'aide. Et donc je voulais insister sur l'importance des interventions dominicaines dans cette histoire des relations avec les Grecs, pour indiquer qu'ils sont
participer à l'inflexion de la politique pontificale pour lequel c'était d'abord l'union de foi, puis l'aide militaire contre les Turcs. Et donc petit à petit chemine tout au long du XIVe siècle l'idée qu'il faut réunir un concile œcuménique. Et comme vous le savez, le grand schisme a interrompu totalement ce processus et il a fallu attendre l'élection de Martin V en 1417 et les dominicains grecs, parce que ce sont eux qui prennent le relais à ce moment-là, ils ont soutenu l'élection de Martin V parce que pour eux, la condition de la réunion de ce concile œcuménique, c'était la fin du schisme, du grand schisme. Et donc ce concile, ils ont beaucoup travaillé pour le préparer et il a eu lieu à Florence en 1439. Je pense que c'est une conclusion. Très bref. Très bref. Alors très brièvement. Donc les 3 derniers siècles du Moyen-Âge constituent une période importante, je pense que j'ai été assez clair, pour le développement des missions catholiques, le XIVe siècle étant la principale étape de ce développement. Les informations précises et nombreuses qu'ont rapportées les frères permirent aux Occidentaux et au pape en particulier de renouveler leur connaissance de l'Orient, de ses routes, de sa géopolitique, et nul doute qu'ils stimulèrent la politique orientale des papes d'Avignon. Même si on ne sait pas exactement comment ils apprenaient les langues des peuples qu'ils prêchèrent, ils convertirent, et beaucoup, et on connaît un certain nombre de ces convertis qui intégrèrent les couvents et même la hiérarchie catholique. Les frères d'Orient furent les intermédiaires indispensables entre les papes et les autorités des pays de mission, et la qualité du dialogue instauré leur permit de comprendre la nécessité de réunir un concile œcuménique pour parvenir à l'union. Certes, la conquête ottomane gomma nombre de ses acquis, mais les bases étaient posées. Sans m'aventurer sur des chemins que je connais mal, je dois poser quand même quelques jalons sur la longue durée des missions catholiques en Orient. Les frères dominicains animent toujours leur mission quasiment sans interruption à Constantinople depuis la conquête de Mehmed II. Le couvent de Péra fut refondé à quelques mètres de leur église transformée en mosquée, grâce à des fonds de marchands italiens d'ailleurs. La nouvelle église put accueillir l'icône de la Vierge de Caffa après la prise de la cité par les Turcs en 1475, que nous n'avons malheureusement pas pu accueillir dans l'exposition, et elle s'y trouve toujours. Au XVIIe siècle, la mission d'Arménie fut refondée et la première initiative des frères fut de composer un dictionnaire pour l'instruction des missionnaires, et les bases de cette mission furent à nouveau Caffa et Naxizan. Les frères du Moyen-Âge connaissaient les grandes étapes de la route de Bagdad, Tabriz, Mossoul, Tikrit, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et ils reprirent la route pour fonder la mission d'Irak. Peut-on comparer l'essor missionnaire du XIXe à celui du XIVe siècle, dans une conjoncture marquée par l'affaiblissement de l'Empire ottoman et le développement des relations commerciales de l'Occident en Orient? Toujours est-il que l'accueil des frères d'Orient au Concile de Vatican II fut, après Florence, l'autre grande étape du dialogue entre chrétiens. Merci. Très grand merci pour cette magnifique, vraiment exposé, très vaste, et ça nous laisse avoir beaucoup de faim encore de continuer les recherches dans ce domaine. Ça m'intéresse beaucoup déjà au XIIIe siècle de voir des emplacements. Est-ce qu'il y a des documents qui justifient un petit peu pourquoi ils sont à Bagdad, à Tikrit, à Mossoul, à Tabriz? Et est-ce que vous avez trouvé aussi des documents, des relations avec les églises locales, notamment nestoriennes et jacobites? Alors, les frères de Terre Sainte, au XIIIe siècle, sont intervenus, j'ai plus les détails sous la main, mais j'ai évoqué tout à l'heure le frère Philippe, provincial de Terre Sainte, et le frère Yves Le Breton. Il y a eu des allers-retours nombreux en Égypte, comme
auprès des Chaldéens, hein, notamment, et les autorités sollicitaient l'envoi de frères. Alors je suppose, ça c'est toujours ma question, j'arrive pas à étayer un enseignement effectif des langues orientales. Là, la documentation ne donne pas des précisions, mais les frères connaissaient l'hébreu. Et Guillaume de Tripoli, qui était frère d'Acre, connaissait l'arabe. D'autant que Guillaume de Tripoli, frère d'Acre, suppose qu'il était né à Tripoli. Et donc qu'il avait appris sur place. Et donc, oui, il y a des allers et retours et des contacts très fréquents au cours du XIIIe siècle. Moi, je vois notamment dans les années 1230-1260. Après, on a la conquête mamelouk qui trouble complètement les relations. Le pouvoir a changé au Caire en 1250, hein, puisque les Ayyubides ont eu un coup d'État des Mamelouks, et donc il y a rupture. C'est pourquoi les missions sont très sensibles, comme vous savez, à la conjoncture politique et militaire de la région. Mais il y a eu. Alors pourquoi est-ce que Ricoldo va à Bagdad? Parce que c'est quand même l'un des seuls à aller s'aventurer aussi loin. Il a été en contact, puisqu'il a fait le pèlerinage en Terre Sainte, il a été en contact avec les frères et de Terre Sainte. Et alors, pour les couvents de Petite Arménie, j'en ai pas parlé parce qu'on n'a pas assez de documents qui étayent ça correctement. Il y a eu des tentatives, il y a certainement eu un couvent à Tars, etc. Donc, il a été en contact avec ces femmes-là. Et je pense que c'est eux qui l'ont conduit sur ces routes-là. Merci. Encore une autre question. Une dernière question, avant-dernière, frère Guy. Oui, étant à Jérusalem, donc au couvent Saint-Étienne, ce qui est reporté, c'est qu'il y aurait eu 3 patriarches dominicains, le dernier patriarche étant en fait à Acre, et partant d'Acre, parce que la boutique est fermée. Et c'est là où il y aurait le souvenir de Jourdain de Saxe, puisqu'il y aura encore une tombe qui s'appelle Jourdain dans le cimetière musulman. Mais aussi au Saint-Sépulcre, et les franciscains eux-mêmes donnant des traces des frères dans la liturgie au Saint-Sépulcre à l'époque, avant que les mineurs le Cénacle, qui sont revenus par le Cénacle par les papes d'Avignon. Mais il y avait un couvent, disons, vers la Dormition, vers le Cénacle, un peu en dehors de la ville, si vous voulez, du mur médiéval actuel. Oui, mais il y avait un couvent. Il y a eu un couvent. Il y a eu un couvent. C'est ça. Bon, on a donc pas beaucoup de Eux-mêmes traces. ne voulant pas rester au Saint-Sépulcre, qui était à moitié en ruine, et devant habiter dans leur couvent qui était beaucoup plus loin, et n'étant pas leur vocation, même n'ont pas tenu à garder le Saint-Sépulcre. Oui, mais donc, puis la politique changeait aussi. Si c'était l'Aragon, etc. Il y a eu la prise de Jérusalem en 1244, déjà, et donc des ruptures du guerre et aux conquêtes. Et puis, alors je me suis aussi assez longuement penchée sur les rapports entre franciscains et dominicains. En pays de mission, il y a certainement eu des tensions. Il y a eu des tensions à Tabriz. On a des traces précises. Hein. Mais les frères cheminent ensemble, affrontent les mêmes dangers. Il n'y a pas spécialement de rivalité, en fait. Mais j'ai à plusieurs reprises souligné le rapport entre les frères prêcheurs et les marchands génois et l'implantation des franciscains en Terre Sainte est due sans doute, en partie au moins, aux relations étroites entre les frères franciscains et Venise, et les marchands vénitiens. Parce qu'à partir du moment où Venise prend le contrôle des galées pèlerines, donc c'est les franciscains qui mettent la main sur
les senteurs de Jérusalem.